Bonjour et bienvenue dans le carnet de guerre. Ce carnet de guerre, ça fait longtemps que je voulais le faire. Je l'ai longtemps mis en réserve pour essayer de le potasser, pour essayer d'avoir quelque chose qui me convienne. Un carnet de guerre qui va traiter des joueurs et joueuses. Quel type de joueur êtes-vous? Quelles sont les caractéristiques des joueurs que l'on peut croiser autour d'une table de jeu? Mais également dans nos hobbies réguliers ou le sport que l'on pratique, ça peut s'appliquer à plusieurs domaines, il n'y a pas que le jeu de figurines. Bien entendu, ce que je vais décrire ici, c'est des stéréotypes, donc on peut se retrouver dans plusieurs stéréotypes, tout comme vous pouvez n'être qu'un seul des stéréotypes, mais dans ce cas-là je vous plains, parce que ça veut dire que vous seriez également un stéréotype complet. Et on va commencer par un grand classique, c'est-à-dire le mauvais perdant. On connaît tous des gens qui ne supportent pas de perdre. On connaît tous des gens avec qui, quand on joue à un jeu ou quand on fait un sport, ne supportent pas de ne pas gagner, de ne pas réussir là où il faut réussir, de se mettre tellement la pression qu'on se demande comment ils font pour ne pas exploser. Les mauvais perdants sont partout, autour des tables de jeu en particulier. Ça ne va pas, s'il perd une partie, il râle, il pleure, il gnauge. Ça ne va pas comme il veut, ils peuvent même devenir violents envers eux, violents envers ce qui est posé sur la table, le jeu en lui-même, violents, si vous jouez aux échecs, il y a des plateaux, des pièces d'échecs qui giclent dans tous les sens. Le mauvais perdant, c'est quelqu'un comme ça. Mais plus que tout, le mauvais perdant est quelqu'un qui ne supporte pas de se voir donner des conseils. À la fin d'une partie, si vous essayez de parler à un mauvais perdant, il ne va pas vous écouter, il ne va même pas daigner vous regarder, il va remballer ses figurines le plus vite possible et foutre le cran en grommelant que vous êtes un salaud, vous avez triché, ou que c'était la faute au dé. Quoi qu'il en soit, le mauvais perdant est quelqu'un de particulièrement insupportable et je pense qu'au bout de 4 ou 5 fois, s'il continue sur son attitude de mauvais perdant, vous allez sans doute trouver un autre adversaire avec lequel jouer, et passer, j'espère, plus de plaisir, enfin, y avoir plus de plaisir qu'avec un joueur qui menace de faire sauter absolument tout dès qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas comme il veut. Le mauvais gagnant, peut-être encore plus insupportable que le mauvais perdant, c'est un joueur qui ne vous serrera pas la main à la fin d'une partie, mais qui va vous enfoncer la tête en vous disant « t'es trop nul, je suis meilleur, je t'ai battu, etc. » Si c'est un adversaire qui a l'habitude de gagner, il y a de fortes chances qu'au bout d'un moment, il vous snob carrément. C'est des remarques telles que « ouais, t'as fait un peu mieux, mais c'est encore pas ça, peut mieux faire ». Enfin, ce genre de choses qui sont vraiment, vraiment très pénibles. C'est quelqu'un qui a un ego souvent tellement démesuré qu'il faudrait inventer une échelle de mesure juste pour eux. Les mauvais gagnants sont une plaie encore plus grande que les mauvais perdants, parce qu'ils pourrissent toute l'ambiance du jeu, et surtout, de façon générale, si quelqu'un gagne dans un jeu où la stratégie importe, où il n'y a pas que du hasard, ou une part minime de hasard, un gagnant peut donner des conseils à l'autre, et un perdant peut demander au gagnant, tiens, qu'est-ce que tu penses que j'aurais fait, que je devrais faire mieux. Le mauvais gagnant ne va absolument pas répondre, le mauvais gagnant veut continuer à gagner, donc il ne va pas essayer d'améliorer les autres joueurs, ce serait pas intéressant de son côté, parce que du coup, son petit plaisir étant d'enfoncer les joueurs, et de se mettre au-dessus, il ne pourra plus le faire. Donc, il ne va pas se mettre des bâtons dans les roues dans la réalisation de ses buts. Le mauvais gagnant est une plaie, je le redis, et qu'il faut éviter le plus possible. À mon avis, c'est pas quelque chose qui, dans le jeu, est, même dans la vie, est très, très favorable. Et si vous croisez ce genre de joueurs sur les tables de jeu, vous n'allez pas faire très long. Ce genre de joueurs ont également souvent une réputation pas terrible auprès des autres joueurs. Les mauvais gagnants, on les repère vite, on les repère souvent. Et du coup, il y a vite une réputation qui se forme au niveau de ces gens-là, que ce soit dans le sport ou dans le jeu, que ce soit n'importe où. Et bien souvent, ils finissent tout seuls et ils se demandent pourquoi plus personne ne veut jouer avec eux. Le débutant perpétuel. Le débutant perpétuel, c'est pas juste un débutant. Un débutant, on prendra la peine de lui expliquer les tenants et les aboutissants,
pour qu'ils s'intéressent au jeu, pour qu'ils comprennent comment ça fonctionne. On prendra le temps, on aura la patience, on fera les efforts pour ça. Le débutant perpétuel, c'est le joueur qui joue depuis, j'en sais rien, qui a fait 50 parties, qui joue depuis 2 ans, etc. Mais à qui on doit systématiquement tout réapprendre depuis le début. Imaginez un joueur d'échecs qui, à chaque partie qu'il fait, doit réapprendre à bouger ses pions, on doit lui dire que au premier coup de pion, on peut avancer de 2 cases et pas d'une, que on a le droit de faire certaines choses, que les fous vont en diagonale, que les tours vont tout droite, mais du nombre de cases qu'elles veulent, etc. C'est fatigant. C'est vraiment très fatigant. On peut, en tant que joueur, oublier des règles, ou bien même une règle qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser. Ça gêne pas. On a le droit de ne pas être parfait, de ne pas se souvenir de tout. Mais le débutant perpétuel, c'est un renouveau à chaque fois. On doit refaire l'effort de repartir à zéro. Alors pour des jeux qui ont peu de règles, enfin je veux dire, si vous jouez juste au dé, à savoir qui fait le plus grand, la règle est vite fait. Mais si vous avez des jeux qui sont complexes, comme Warhammer, ou pire, des jeux qui sont et complexes et incohérents, comme Warhammer, on arrive vite à saturation et du coup on n'a plus envie de jouer avec ces gens-là parce qu'il faut tout reprendre depuis le début et on a l'impression de se répéter. Je veux dire, vous auriez un magnétophone, au moment où vous jouez, vous mettez play avec les règles de base, ça vient au même. Je veux dire, ça c'est peut-être une technique pour ceux qui jouent régulièrement avec des débutants perpétuels. Je pense que ça peut être une bonne idée. Le Calimero, et spécial dédicace à Samo, il se reconnaîtra. Le Calimero est un style de joueur, c'est un style bien à part. C'est-à-dire que il n'y a jamais rien qui va, c'est trop injuste. Les dés, ça va pas. J'arrive jamais à faire une sauvegarde d'un mur. J'arrive jamais à toucher. J'arrive jamais à faire ci. J'arrive jamais à faire ça. C'est trop pauvre. Le Calimero est une victime des événements alentours. Il est ballotté dans les vents, je dirais les vents magiques de battle et ne peut pas agir comme il le voudrait. Et c'est quand on fait remarquer, et ça c'est très drôle, quand on fait remarquer au Calimero par exemple que il lance 10 dés et qu'il touche sur 4+, et qu'il fait 5 dés, pardon, à 4+, voire 6, et puis qu'il nous sort un truc du style « Oh, merde, mais putain, je touche jamais rien avec ces conneries », et qu'on fait remarquer qu'il est en stat, voire plus qu'en stat sur ses jets de dés, il vous regarde avec des yeux larmoyants, et vous avez vraiment l'impression que vous venez de briser sa vie en lui montrant qu'il n'y a pas tout qui va pas. Donc il vous regarde comme ça, avec ses petits yeux larmoyants, et il vous pointe les dés du doigt, disant « Mais tu vois, ça, c'est rare, ça, j'arrive pas à le faire tout le temps. » Et puis en fait, si vous regardez bien une partie d'un Calimero, vous pouvez prendre les stats, et puis en fait, vous pouvez les noter à côté. Sur une partie, on est relativement en stats en fait. C'est assez rare qu'on soit vraiment tout au-dessus ou tout en dessous. On est relativement en stats. Et puis vous lui montrez, mais t'es en stats sur la partie. Et il va de nouveau vous regarder avec ses yeux larmoyants et vous faire, mais non, c'est pas vrai, c'est pas possible. Enfin, le Calimero est un joueur. Alors, je suis quelqu'un d'extrêmement taquin, donc les Calimeros sont des cibles de choix pour le genre de personne que je suis, où on peut pas s'empêcher de les taquiner et au final, peut-être que ça leur passera leur victimisation Calimero-esque, c'est comme ça. Mais oui, donc il n'y a jamais rien qui va, ça ne marche jamais comme ils veulent, les dés ne sont pas avec eux, il y avait un truc qui a fait que ça ne marchait pas, etc. Le Calimero est un joueur qui peut évoluer. Le Calimero est un joueur qui peut arriver à se rendre compte des belles choses, car c'est effectivement ça le principal défaut d'un Calimero, c'est qu'il ne voit que le négatif et se focalise dessus. À vous, donc adversaire du Calimero, d'essayer de faire en sorte qu'il remarque le positif et qu'à la place de voir le verre à moitié vide, il voit le verre à moitié plein. Le gros Bill, que du bonheur. Le gros Bill, c'est une expression tirée plus du monde du jeu de rôle. Le gros Bill en jeu de rôle est un joueur qui aura toujours une hache tueuse du monstre que vous mettrez en face de lui. Une hache, une batte, une massue, un fusil d'assaut, ce que vous voulez. Il aura également l'ensemble d'une petite épicerie dans ses poches au cas où il faudrait. Mais ce n'est pas une question de précaution, c'est-à-dire que c'est pas noté dans sa liste d'équipements. C'est juste que si par hasard
vous lui proposez une situation, le gros Bill va dire « Ah oui, oui, mais j'ai prévu ça, c'est logique, j'avais pris ça dans mes poches, etc. » C'est un tricheur. Appelons-le tel quel, en tout cas dans le jeu de rôle. Au niveau des jeux de figurines, le gros Bill va avoir tendance à changer d'armée régulièrement en fonction de ses défaites. C'est-à-dire que s'il perd face à une armée, il va aller acheter cette armée. S'il repère contre une autre armée, ben, il va laisser l'armée qu'il venait de racheter pour une autre, etc., etc. Donc ça fait toujours des tournus. C'est également un joueur qui va changer d'armée en fonction des nouvelles règles qui sont sorties. C'est-à-dire que si vous avez des livres d'armée, des codex qui ressortent, le gros Bill va se plancher dessus et va dire « Ouh là, cette armée-là, elle est devenue vachement balèze, je vais vite acheter les trucs balèzes que je vois dans cette armée pour me faire une armée de trucs balèzes. » Le gros Bill est souvent un mauvais gagnant et un mauvais perdant. C'est quelqu'un qui ne supporte pas la défaite. Après, en tant que mauvais gagnant, c'est pas toujours le cas, mais souvent son argument c'est « Bah écoute, t'avais cette armée-là, la mienne est plus forte, c'est logique que je gagne. » Donc c'est pas quelqu'un avec qui la discussion est particulièrement ouverte à ce niveau-là. Par contre, c'est quelqu'un qui, si on arrive à le sortir un peu du gros billisme, possède une connaissance approfondie de beaucoup d'armées, parce qu'il en aura testé beaucoup. Donc si on arrive à lui sortir, enfin lui ouvrir un peu les œillères qu'il a sur la tête, c'est quelqu'un qui peut apporter beaucoup à des joueurs débutants en disant voilà, il y a des forces ici, il y a des faiblesses ici pour telle armée ou pour tel machin. Mais ça reste quand même un joueur qui veut gagner. Plus que tout, je dirais. On parlera du compétiteur plus tard, mais c'est un joueur qui veut gagner et on le sent dans sa façon d'élaborer ses listes et d'élaborer ses armées. Le bourrin est un mot qui vient de bourrique. On en connaît quelques-uns. On peut également associer une espèce de gros bœuf décérébré qui fonce dans le tas et qui donne des coups de corne. Ici, je vais parler d'un bourrin un tout petit peu différent, c'est-à-dire c'est le joueur totalement dépourvu. Et quand je dis dépourvu, c'est entièrement dépourvu d'imagination. C'est-à-dire que c'est un joueur qui va apprendre à jouer et va reproduire le schéma qu'on lui a appris. Je prends un exemple, une cavalerie légère, ça a telle règle, ça va sur les flancs, ça fait ça. Des arquebusiers, ça se joue par temps. Avec tel équipement, ça c'est ça. Les guerriers du chaos, il y a ça, il y a ça, il y a ça. C'est un joueur qui ne va pas être capable du tout d'improviser. Que ce soit dans une partie, c'est-à-dire que par hasard, il se retrouve que votre cavalerie légère qui devait prendre un flanc se retrouve mal embarquée, et ben lui, il va quand même foncer dans le tas, même si elle crève, parce qu'il n'arrive pas à imaginer qu'elle puisse soit reculer, soit faire autre chose, peut-être même charger une unité. C'est un joueur sans imagination. Et au niveau des listes, c'est pareil. Le bourrin ne va jamais improviser une liste. Il va prendre une liste déjà faite, que l'on peut trouver aisément sur le net, qu'on peut trouver aisément, il y a quelqu'un qui lui fait sa liste, etc. Et va la copier. Il est possible que par hasard, il y ait un petit changement d'objet magique, parce que on lui a dit que l'autre était mieux. Mais il ne va pas réfléchir plus loin. Concrètement, le bourrin est un assisté du jeu. Si un jour il se retrouve tout seul à devoir se prendre en main, ou peut-être même découvrir un jeu par lui-même, il va être totalement pris au dépourvu et va être incapable de comprendre les mécanismes et les subtilités de la chose. Donc, on peut associer le bourrin à une espèce de bœuf qui fonce droit dans le tas, mais on peut également associer le bourrin à un personnage qui est entièrement dépourvu de cette merveilleuse chose qu'est l'imagination. L'envahissant. On connaît tous ces gens qui, pendant qu'on est à une table de jeu en train de faire une partie, viennent à côté de vous et font je ferai pas ci, je ferai pas ça. Ça c'est pas bien, ça c'est bien, ça c'est... Enfin, ce genre de mec hyper chiant, au bout d'un moment, vous avez juste envie de les taper et qu'ils foutent le camp. L'envahissant, c'est ça, mais encore plus fort. Parce que si par hasard vous êtes sur une partie et que l'envahissant est sur une partie aussi, il est quand même capable de venir sur votre table, vous dire quoi faire et comment le faire. Et là, c'est tellement pénible. Parce que il fait chier vous, il fait chier son partenaire qui du coup voit
son adversaire foute le camp sur une autre table et qui a l'impression de ne servir à rien, et également votre adversaire à vous, parce que suivant comment vous faites peut-être des erreurs, et que l'envahissant va mettre le doigt dessus et que vous ne ferez pas l'erreur qui profitera à votre adversaire. Grosso modo, ce genre de personnage est un vrai casse-burne. Virez-le directement pour éviter ce genre de problème. Il faut pas confondre un envahissant et simplement quelqu'un qui donne des conseils parce que vous débutez ou parce que vous faites vraiment une grosse boulette. L'envahissant va commenter chaque geste, chaque mouvement. L'envahissant va prendre votre liste et la scruter de A à Z et pendant que vous jouez, va la commenter pour toute l'assemblée. L'envahissant va vraiment être envahissant. C'est pas juste le gars qui va vous donner des conseils, c'est vraiment le mec qui va vous pourrir la soirée, suivant comment, ou la journée, ou en tout cas votre moment de jeu, parce que il va pas arrêter de mettre des conseils. Et vous allez essayer de vous concentrer sur le jeu, d'essayer de faire votre truc sans prendre en compte ce qu'il dit, mais comme il n'arrête pas de batailler, soit vous mettez le volume plus fort, soit vous le tapez, soit vous finissez par partir, ou alors, si c'est chez vous, vous finissez par le mettre dehors, parce que vous avez le droit. Mais l'envahissant est vraiment une plaie qu'il faut... Ouais, je pense qu'il faudra un gros insecticide, ça serait vraiment top. L'intello. L'intello, c'est la personne que vous aimez bien avoir comme ami, mais pas comme adversaire. C'est le mec, ou la miss toujours, qui a tellement peaufiné les règles, qui connaît le numéro de la page de telle ou telle règle, même de toutes les règles. Il connaît les alinéas, les errata, les petites variantes, il connaît tout. En tant qu'ami, c'est pratique, parce qu'au milieu d'une soirée, si vous avez une question, comment ça se passe pour faire tel et tel truc, est-ce que j'ai le droit de le faire? Vous répondra oui ou non. En tant qu'adversaire, si vous essayez de bouger un truc, il y a 9 chances sur 10 qu'il vous fasse « Ah, ça tu peux pas. Ah, ça, il y a une règle qui dit que machin. Ah, bah il y a une errata qui fait que ça marche plus comme ça. Ah, bah il y a ci, bah il y a ça. » Alors, l'intello, c'est quelqu'un de généreux parce qu'il partage son savoir, il partage ce qu'il connaît, il essaye avec vraiment des bonnes intentions d'améliorer la qualité de jeu de tout le monde. Seulement, souvent, ce que l'intello ne se rend pas compte, c'est qu'au final, les petites erreurs, mais putain, on a le droit de les faire. Si on peut faire une petite erreur, enfin, si on fait une petite erreur, c'est pas grave. On n'est pas obligé de se taper 3 chapitres de règles pour essayer de bien comprendre. Parce que, on va parler du pinailleur juste après, mais l'intello, il va vous donner la raison, il va vous donner l'historique également de la règle. C'est-à-dire que si par hasard il y a 15 versions du jeu auquel vous jouez, il va vous passer en revue les 15 versions avec l'évolution de la règle, sa modification, ses alinéas, ses errata. L'intello vit en partie dans le passé parce qu'il ne supporte pas de voir son savoir inutilisé. Et au bout de 15 versions d'un jeu, la version numéro 1 ou 2, on va pas y rejouer, donc c'est très frustrant parce que on a dû quand même travailler longtemps pour arriver à mémoriser toutes ces règles. Oui, l'intello est quelqu'un qui vit dans le passé. Et si on n'arrive pas à le canaliser, vous ferez pas un tour avant 22h30 le soir, où normalement vous devriez aller rentrer chez vous ou bien finir de jouer, parce que l'intello aura tellement digressé sur ce qui a été fait, que à cette heure-là, il va vous regarder et va dire j'ai la bouche sèche, il faudrait que je boive quelque chose, j'ai trop parlé. Ou alors pire, c'était déjà quoi la question de base, on en était où? Non, canalisez vos intellos, gardez-les près de vous, mais essayez de les canaliser. Le pinailleur. Alors, autant l'intello est capable de vous sortir n'importe quelle règle que vous lui demandez, etc., autant le pinailleur va en apprendre que certaines, et celles qui font vraiment chier. Celles qu'on a tendance à passer outre parce que c'est parfois un petit peu contraignant et que ça emmerde un peu tout le monde. Un exemple, ce serait la règle des 1 pouce à Warhammer Battle, où les unités ne peuvent pas passer à moins de 1 pouce les unes des autres. Le pinailleur va apprendre cette règle et va te la ressortir à chaque fois, tout le temps. Il va tout le temps aller mesurer la distance entre les unités. Il va tout le temps mesurer le 1 pouce. Même et surtout quand c'est pas utile. Qu'on soit clair, c'est une règle, elle devrait être appliquée. Mais c'est pas grave si au déploiement les unités ne sont pas tout à fait à 1 pouce. Si on enlève 1/10 de pouce, je pense qu'il n'y a pas mort d'homme. Le pinailleur va faire chier pour ça à chaque fois. Alors vous avez après plusieurs types de pinailleurs. Vous avez le pinailleur qui pinaille pour 2 règles. Déjà c'est pénible. Vous avez le pinailleur qui pinaille pour toutes les règles. Mais absolument tout. Et vous avez le pire de tous, c'est le pinailleur qui se plante.
C'est-à-dire que c'est un pinailleur qui va emmerder systématiquement son monde avec les règles, mais qui aura mal compris la règle ou qui aura pas lu la dernière errata en vigueur, qui modifie sensiblement cette règle. Et le problème du pinailleur, c'est qu'il l'a tellement appris par cœur, il l'a tellement dans le sang, cette règle-là, que pour lui faire changer d'idée, mon Dieu, c'est des travaux de fondation mentale. Je veux dire, il faut être un psychanalyste diplômé 5 fois pour arriver, je pense, à faire changer d'idée un pinailleur. Mais souvent, le pinailleur, c'est également qu'il est pinailleur. Et du coup, il joue de ça. Et c'est insupportable. En partie, vous avez vraiment plus rien. Je veux dire, ça donne même pas envie de jouer avec, tellement à chaque fois que vous allez faire quelque chose, il va vérifier si vous n'êtes pas, je reprends les exemples d'1 pouce, vous n'êtes pas passé à moins d'1 pouce d'une unité. Si votre cavalerie légère, elle a bougé comme il fallait pour passer dans le goulet d'étranglement à 1 pouce. Oh là 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 là, c'est tellement pénible qu'il y a des gens qui décident de ne plus jouer contre ce genre de personnage. Et je les comprends parce que c'est vraiment, vraiment casse-pied. Un vrai pinailleur, c'est un joueur avec qui vous faites 2 parties. Après, vous en avez tellement marre que c'est fini. Imaginons un pinailleur qui décide que, aux échecs, les pièces doivent être au centre des cases et que si c'est pas le cas, ça va pas. Eh ben, je vous laisse imaginer combien vous faites de parties d'échecs avec ce personnage-là, surtout si, en plus, vous savez un peu jouer lui aussi. Donc les parties peuvent être relativement longues. Non, il faut arrêter. Il y a certaines règles où on peut, à mon avis, se permettre de passer outre. Enfin, pas passer outre, mais disons d'être un peu plus lâche. Il y en a d'autres qui sont effectivement un peu plus importantes. Mais le pinailleur va quand même décider de vous pourrir la vie jusqu'à ce que vous pétiez un câble et que vous remballiez vos figurines en lui donnant une victoire par abandon, parce que sinon vous allez le tuer. L'amibe. Vous avez sans doute déjà tous vu ça. Ouais, ou plutôt ça. L'amibe, c'est le joueur qui n'en a rien à faire d'être là. L'amibe, c'est classiquement un pote, un des meilleurs potes d'un des joueurs qui est fan du sport ou du jeu, ou sa copine, ou son copain, etc. Et qui se fait embrigader dans un sport ou dans un jeu qu'il n'a pas vraiment envie de pratiquer. Il le pratique parce que son pote le fait ou parce que ses potes le font, etc. Il est là presque par complaisance ou juste pour boire une bière avec des copains. Mais quand vous le mettez à une table de jeu, l'amibe n'en a strictement rien à taper de ce qui se passe. Il ne fait pas l'effort de retenir les règles parce que ça ne l'intéresse tout simplement pas. L'amibe, c'est le joueur absent. C'est le joueur, c'est ton tour, hein, quoi? Ah ouais, j'avance. C'est le joueur qui ne s'implique pas parce qu'il n'a pas envie d'être là. Il s'en fout. Il en a rien à battre. Donc si vous affrontez une amibe sur un jeu ou dans un sport, alors déjà, la partie, elle est pas très palpitante, parce que le type en face de vous, il va pas être concentré sur ce que vous faites, donc il va juste jeter des dés, vous pourriez faire simplement une victoire sur un jet de dés, ça reviendrait au même. Mais pour lui non plus, c'est pas palpitant, donc il tire un peu la tronche, il est pas hyper motivé, et c'est pas quelque chose de très agréable. Non, l'amibe est une espèce de... Ce n'est pas un parasite, parce qu'il profite pas de la situation pour faire autre chose, on verra après... ce genre de personnage-là. Mais l'amibe, c'est quelqu'un qu'il faut inviter à aller boire un verre, mais pas à pratiquer un hobby qui prend du temps ou qui demande un certain investissement. Ça soulagera tout le monde, je pense. Le dragueur. Alors, le dragueur est une forme de parasite qu'on rencontre beaucoup plus souvent dans les clubs de sport ou les fitness. Le dragueur, c'est le type qui arrive avec son sweatshirt noué autour du cou, son pullover et une raquette à la main, mais qui n'a jamais touché une balle de tennis de sa vie et qui va aller vers les demoiselles en se la pétant. Et même chose pour le fitness, c'est le type qui va arriver avec son linge autour du cou, va faire 3 coups de pédale sur le vélo et ensuite va aller se balader dans tout le fitness en reluquant les demoiselles ou en faisant des compliments totalement déplacés. Si j'en parle ici, c'est parce que, bien que rare, le dragueur existe également au niveau du jeu de rôle et de la figurine. Au niveau du jeu de rôle et de la figurine, c'est le même principe. C'est le personnage qui va s'intégrer dans un groupe. De préférence, il aura repéré le groupe avant en sachant qu'il y a quand même une fille dans le groupe, où il va espérer très fort s'il n'est pas très malin. Et qui va, dès la première occasion, aller dragouiller la demoiselle, c'est-à-dire que si vous êtes en pleine partie d'un jeu, il va laisser tout en plan pour aller expliquer que c'est un cadre des règles au niveau
au niveau du jeu, et que pour l'instant il est en train de former un petit groupe de joueurs bien précis, mais qu'il a bon espoir que ça fonctionne. Le dragueur est un personnage en plus totalement immoral. Bon, la morale étant extrêmement fluctuante, on va dire qu'on va partir sur une morale basique. C'est-à-dire que le dragueur se contrefout de savoir si la demoiselle a ou pas un petit copain. Si vous croisez une demoiselle dans un club de jeux de rôle ou dans un club de figurinistes, etc., vous pouvez légitimement vous demander si c'est pas la petite amie, justement, d'un de ceux qui est déjà là. Disons que la plupart du temps, quand une demoiselle entre dans un club ou dans un magasin qui vend ce genre d'articles, l'ensemble de la population masculine se retourne et subitement se met à saliver, ce qui n'est pas très invitant pour les demoiselles. Mais le dragueur s'en tape. Le dragueur va draguer votre copine sous votre nez, en essayant de se mettre en avant. Une fois qu'il se sera pris un ou deux râteaux, le dragueur va donc partir plus loin, parce qu'il verra que ça ne marche pas, et que ses appâts n'intéressent pas la demoiselle. Donc le dragueur est un joueur éphémère, il va passer d'un club à l'autre, cherchant la perle rare. Alors, je dis pas ce qui se passe quand ça réussit, hein, mais voilà. Donc, non, le dragueur n'est pas un adversaire très agréable, vous ne le verrez évidemment pas trop souvent, parce que comme il va partir au bout d'un moment, ça va déjà arranger tout le monde, vous aussi. Mais il faut éviter ce genre de personnage parce que ça fout aussi ça fout en l'air aussi l'ambiance, parce que tout le monde en fait n'apprécie pas ce genre d'attitude, et le respect de chacun étant extrêmement élastique, certains sont plus sensibles que d'autres à ce genre de choses. Le compétiteur, à ne pas faire l'amalgame avec un tournoyeur, car un tournoyeur est à peu près à 100% un compétiteur, tandis qu'un compétiteur peut très bien ne pas faire de tournoi et ne pas être tournoyeur. Le compétiteur, qu'est-ce que c'est? C'est un joueur qui vise la performance, qui vise la rentabilité, qui vise l'efficacité. C'est un joueur qui va très vite apprendre les règles d'un jeu, ou relativement vite apprendre les règles d'un jeu, et en saisir les stratégies gagnantes. Donc un compétiteur va prendre les habitudes de, si je prends toujours Warhammer Battle ou Warhammer 40 000, de sortir un certain nombre d'unités qui sont rentables parce que fortes, parce que grosse sauvegarde d'armure, parce que etc. Et du coup, vous aurez malheureusement, comme les habitudes ont la vie dure, vous aurez au niveau des compétiteurs certifiés beaucoup de peine à les faire changer cette mentalité. Proposez à un compétiteur certifié une partie fun, vous allez très vite voir que c'est très difficile d'avoir une partie vraiment fun. Il va sortir une liste où il y aura peut-être un truc qui est considéré comme mou, voire deux, à tout péter. Par contre, le reste, ce sera quand même les habitudes qui prennent le dessus. On positionne tel perso avec tel objet magique dans telle unité, on fait ci, on fait ça. Il y aura rarement des surprises, excepté justement pour une ou deux unités. C'est très stéréotypé. Au final, les habitudes, elles vont prendre le pas, et du coup ça va quand même formater toutes les façons de jouer. De même, un compétiteur va prendre des habitudes en jeu. Il va placer telle unité devant cette unité parce que ça fait ci, parce que ça fait ça, ou à côté, ou à droite, ou à gauche. Il va difficilement faire des choses à la one again. Ou même il va, si c'est vraiment un compétiteur tournoyeur, il va rarement faire d'erreurs de placement, il va toujours bien calculer, bien ses machins. Ça dépend effectivement aussi de la définition que vous avez de fun, mais souvent une partie fun, c'est on se voit autour d'une table, on jette 2-3 dés, on boit une bière, on rigole, on se marre bien en regardant ce qu'il y a sur la table. J'aimerais inviter les compétiteurs à quand même réfléchir à leur façon de jouer, parce que il y a aussi un autre problème, le compétiteur est un excellent professeur, vous apprendrez beaucoup en côtoyant des compétiteurs, seulement il faut que vous ayez déjà un niveau suffisant. Le compétiteur certifié est souvent, je ne vais pas dire tout le temps, mais souvent, un exécrable instructeur, on va dire ça comme ça. Quand vous commencez un jeu, vous commencez par les bases. Le compétiteur, il va, malheureusement, dû aux habitudes, avoir un certain nombre de choses dans sa liste ou de la façon de jouer. Il va vous les expliquer, mais ça veut dire que les quelques premières parties pour assimiler les bases du jeu vont être compliquées parce qu'il y aura beaucoup de choses à faire. Tandis que si on commence pas à pas, surtout pour des jeux qui sont très compliqués, il vaudrait mieux trouver quelqu'un qui est capable de faire des parties encore fun. Donc le plus gros désavantage du compétiteur, c'est l'habitude de la compétition. Voilà, c'était juste ça que je voulais dire.
Le dernier que je veux vous présenter, c'est le joueur fun. Le joueur fun, c'est très compliqué à définir parce que qu'est-ce que c'est fun, qu'est-ce que c'est qu'un joueur fun, etc. Donc je vais essayer de définir avec cet exercice-là ce que c'est, en tout cas pour moi, un joueur fun. Déjà, un joueur fun, c'est souvent un joueur qui est passé par toutes les étapes avant. C'est-à-dire qu'on ne naît pas joueur fun, on le devient. C'est un petit peu comme un sage, on ne naît pas sage, on devient sage. Le joueur fun, c'est souvent un ancien compétiteur qui s'est dit ouais, je vais lever le pied. C'est un mauvais perdant qui a réussi à passer outre son attitude de mauvais perdant. C'est le joueur qui arrive à s'en foutre d'une règle où il avait pinaillé avant. C'est le joueur détendu. C'est le joueur qui, quand il fait une partie, il joue avec son adversaire, il joue pas contre son adversaire. C'est le joueur qui va aussi être invitant. Et du coup, ça veut dire que le joueur fun se définit pas tant que un personnage indépendant, mais il se définit dans sa relation avec l'autre joueur. C'est souvent les autres joueurs qui vont définir qui est ou qui n'est pas un joueur fun. On peut prendre du plaisir en compétition, on peut prendre du plaisir avec des pinailleurs, on peut même prendre du plaisir à jouer contre un mauvais perdant. Hein. Si on est un peu sadique et qu'on le bat, on peut se moquer de lui, ça nous fait de nous peut-être un mauvais gagnant aussi, mais bref. On peut prendre du plaisir à jouer avec tous ces stéréotypes que je vous ai dit avant, mais le joueur fun aura tendance à être quand même plus invitant. Et c'est en fonction de ce que les autres vont dire que le joueur va pouvoir se dire « Ah bah tiens, je suis peut-être un joueur fun ou pas ». C'est également un joueur qui va être un excellent pédagogue. C'est un joueur qui va comprendre le mécanisme de jeu. Souvent, le joueur fun a une connaissance relativement approfondie des règles. Il n'est pas infaillible, mais il connaît suffisamment les règles pour arriver à les expliquer. Je crois que c'est Einstein qui disait que si on n'arrive pas à expliquer quelque chose à un enfant de 6 ans, c'est qu'on l'a pas bien compris. Et ben le joueur fun, lui, il aura bien compris les choses pour pouvoir essayer de faire comprendre aux autres, aux débutants par exemple, une règle. C'est également un joueur qui, je veux pas dire qu'il s'en fout, mais c'est un joueur qui est beaucoup plus calme. S'il y en a un qui pique une crise, bah voilà, il va rester tranquille. Si la partie ne tourne pas en sa faveur et qu'il accumule les 1 sur ses D6, bah voilà, ça fait partie du jeu. Il prend du plaisir avec son adversaire. Et ça, c'est important. Je vais le redire encore une fois, parce que c'est quelque chose que je trouve vraiment capital. Déjà, c'est un jeu. Donc, même s'il y a de la compétition derrière, ça reste un jeu. Ensuite, il faut bien comprendre qu'on joue avec son adversaire et pas qu'on joue contre son adversaire. Et ça, je pense que c'est une capacité que certains, malheureusement, dans le domaine de la compétition, au niveau du jeu, 1 contre 1 ou 1 contre 4, parce qu'on joue à un jeu global ou autre, c'est on joue avec ses adversaires, on joue pas contre. Et je pense que pour arriver à un statut de joueur fun, il faut bien le comprendre. Et il faut qu'on arrive à se faire plaisir à soi, mais qu'on arrive également à faire plaisir à son adversaire. Ça passe par un certain nombre de choses qu'on fait tous les jours. On dit bonjour, on dit au revoir, on remercie pour la partie. Enfin, il y a des tas de choses comme ça. Je pense qu'un joueur vraiment fun, c'est un joueur qui aura compris ça et qui essaie de le faire vivre au travers de ce qu'il aime dans le jeu. C'est également, je pense, un joueur qui, d'une certaine façon, est un passionné. C'est un passionné du jeu, mais c'est pas un fanatique. Là encore, j'aurais pu faire un petit travail sur le fanatique, le joueur fanatique, mais c'est pas le cas, je le ferai peut-être une autre fois. C'est un passionné, il aime ce qu'il fait et il arrive à transmettre cet amour de la chose. Le joueur fun, c'est une question de joueur absolu et je pense pas en fait qu'on puisse être à 100% un joueur fun. Je pense que parmi tous les stéréotypes que je vous ai donnés avant, on est tous plus ou moins tel ou tel stéréotype. Peut-être qu'il y en a d'autres, peut-être que vous en voyez d'autres ou que vous êtes autrement. Mais je pense pas qu'on puisse être à 100% un joueur fun. Ou alors ça va être très compliqué. Ou alors perdu au-dessus d'une montagne avec la neige qui bat ses cheveux et sa barbe blanche. C'est pas le Père Noël. Mais je pense que le joueur fun est... comment on va dire ça? En tout cas pour moi, c'est l'ultime joueur de tous les jeux. C'est vers ça que j'aimerais tendre si à un moment donné on doit me décrire, et je ne suis pas encore un joueur fun, je le sais très bien, j'aimerais que ça soit ce joueur, c'est un joueur fun, j'ai du plaisir à jouer avec, j'ai beaucoup aimé les X centaines de parties qu'on a fait, et c'est toujours agréable. Ça c'est vraiment quelque chose qui, pour moi en tout cas, me satisferait au niveau du joueur fun. Alors il y a encore du boulot, on va y arriver.
Mais il y a encore du boulot. Voilà, j'espère que cette petite présentation vous a fait rire, que elle vous a plu, que vous avez aimé ce que vous avez entendu. Si vous avez des avis à partager, n'hésitez pas, postez vos commentaires, n'hésitez pas à donner vos avis, n'hésitez pas à donner des idées si vous avez d'autres stéréotypes de joueurs que vous voyez et que j'aurais omis de mettre dans la vidéo ou oublié. Et d'ici à la prochaine vidéo, eh bien que les dés soient toujours avec vous.